Bienvenue tout le monde. Il est 14h01. Je vous propose qu'on commence ce web rendez-vous pédagogique. On va parler aujourd'hui d'IA en éducation, entre mythe, réalité, potentiel pédagogique. Et nous allons être aujourd'hui avec Lucie Dorn jusqu'à 15h30. Alors, je vais vous rappeler les quelques règles un petit peu pour la communication, contrairement à d'autres web rendez-vous qu'on a pu faire par le passé. Là, on va surtout interagir via le chat. Donc, Jean-Yves Poitras et moi-même, on modérera un petit peu le chat et pour faire remonter les questions. Donc, globalement, votre micro doit être muet. Et voilà, pour le droit à l'image, vu que la session est enregistrée, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous invite à couper votre webcam. Voilà, donc ce web rendez-vous sera aussi accessible en replay. Il y en a un qui avait eu lieu aussi sur l'IA en décembre, dont le replay est disponible sur le site du CEPSUP. On pourra vous redonner les liens dans le chat si besoin. Je vous fais peut-être un rappel de ce que c'est que le CEPSUP. Donc, c'est le collectif éclairage pédagogique dans le supérieur qui regroupe 5 établissements que vous voyez là s'afficher, le NTPE, l'UCLI, l'INSA, l'Université Lumière Lyon 2 et Lyon 1. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, donc, on accueille donc Lucie Dorn et nous, moi-même, Florian Bosson de Lyon 2 et Jean-Yves Poitras, nous allons animer, c'est-à-dire voilà, modérer le chat, répondre des fois à des questions qui ont lieu plus spécifiquement sur nos établissements respectifs. Puis, il y a plusieurs objectifs pédagogiques qui vous ont été communiqués donc en amont de ce web rendez-vous. Je veux bien que tu me les affiches, Lucie, s'il te plaît. Voilà, donc il y en avait 3. Repérer les principaux mythes autour de l'intelligence artificielle, identifier les points de vigilance et les limites de l'usage de l'IA, et plus particulièrement dans l'enseignement, et explorer les possibilités et opportunités offertes par l'IA dans l'éducation. Donc, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Lucie Dorn, qui va nous présenter et nous faire partager toutes ses connaissances et toutes ses lumières autour de l'IA. Merci beaucoup, Elodie, et à tous pour cet accueil. Donc en effet, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller travailler sur la démystification et avoir un regard critique sur ce qu'est l'IA aujourd'hui. À la fin, je finirai par des petites vidéos de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Il y aura un temps de questions assez grand et vous pouvez très bien profiter de ce temps de questions pour me demander aussi des démonstrations. Donc voilà, n'hésitez pas, si vraiment il y a quelque chose que vous avez envie de voir, plutôt que de le dire, et ben, je peux très bien me lancer dans le faire. Alors ça sera de l'effet démo, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas avec grand plaisir. L'idée c'était de cette con, c'est de vous faire prendre du recul et après qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si tout de suite je vous dis bah oui, je vais vous former à l'art du prompt, je vais vous montrer à quel point c'est magique, c'est extraordinaire, déjà c'est mentir, c'est de la poudre aux yeux. Et je pense que vous comme moi, on aime prendre du recul, avoir un regard critique sur une situation avant même de se dire oui, bon bah ok, on va se lancer. Non, quel est l'apport, quels sont les usages et comment je peux mettre ça en application après dans mon métier. Donc il n'y a pas de recette magique aujourd'hui, il y aura juste des pistes, des axes, des regards croisés et avec plaisir pour échanger nos opinions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, Olivier demande à noter le document partagé. Je vais refuser si on est OK avec ça. Je ne voudrais pas voir mes slides annotés en live, mais en tout cas, par contre, je pense que les slides, vous les récupérerez par l'Université de Lyon, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai un parcours mélangé entre la sociologie et la technologie. Quand j'avais 10 ans, j'ai eu un premier ordinateur et je programmais déjà. Quand j'avais 10 ans, c'est un peu comme aujourd'hui pour moi pour
l'IA. C'était les débuts d'Internet, c'était super accessible. J'allais dans des kiosques, là, dans des marchands de journaux, j'achetais des magazines sur l'informatique et je programmais des petits jeux toute seule. Je faisais ça pendant des heures, je trouvais ça super intéressant. Par la suite, j'ai fait un master de recherche vraiment orienté sur ma question, c'était est-ce que la sociabilité peut faire de transformer les résultats scolaires d'élèves de ZEP, juste la sociabilité, sans parler d'une compétence, du travail qu'on peut fournir dans une matière, etc. Donc vraiment, me suis toujours intéressée à cette notion de soft skills. Bon, après, j'ai fait mon master d'ingénierie pédagogique et j'ai fait un second master en mathématiques et informatique. Et 10 ans plus tard, après, enfin 13 ans plus tard, après avoir programmé mes premiers jeux sur mon ordinateur, je me suis confrontée à un monde qui avait énormément évolué en 13 ans, à différents langages de programmation, une grande complexité. Et du coup, quand j'ai fait mon deuxième master, je me suis dit, mais il faut que je reste toujours à veiller sur ces deux mondes, en fait, le monde de l'éducation et le monde de la technologie, et trouver des moyens et des leviers pour les faire se mélanger, se mettre ensemble de manière à obtenir les meilleurs résultats pédagogiques possibles. Et quand je dis les meilleurs résultats, je ne parle absolument pas de notes, je parle d'un effet sur la confiance en soi de l'apprenant, sur la compréhension d'une situation, la compréhension d'une connaissance qui va permettre d'avoir un levier qui va engager vers un apprentissage plus profond et plus durable. C'est comme ça que je me suis distinguée ces dernières années. Donc, du coup, en mélangeant à chaque fois technologie et pédagogie, j'ai gagné 3 prix d'innovation pédagogique. Et c'est avec cette casquette-là que je m'adresse à vous aujourd'hui, avec cette casquette de technopédagogue qui ne pense pas qu'il faut à tout prix mettre de la techno partout. Je n'y crois absolument pas. Par contre, je suis certaine que si on a un regard sur des situations, d'un regard, on va dire, d'expert sociologique, avec tout ce qu'on sait, et le peu par ailleurs qu'on sait sur les neuroapprentissages, et si on arrive à croiser ça avec la techno, souvent on arrive à créer des bons leviers pour individualiser les savoirs. Et ça va être l'objectif du chemin que je vous propose de prendre aujourd'hui avec moi. Ensuite, voilà, j'étais un peu en avance sur ces sujets-là d'IA générative parce que c'est pas du tout nouveau. En fait, ce n'est pas ChatGPT qui a amené l'IA générative. Elles existent depuis quelques années. J'ai fait pas mal de tests sur des salons sur ces sujets-là. Et je savais qu'un jour, les performances seraient assez bonnes. Et du coup, ce jour-là, j'étais prête. Et quand l'IA est sortie, j'étais presque prête à sortir un livre de cas d'usage. J'attendais juste d'avoir des outils performants. Ce qui explique que voilà, j'ai eu la chance d'être la première auteure sur l'ingénierie du prompt. Je m'en fiche un peu de ce titre. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir apporté cette pierre à l'édifice avec ce livre. Et c'est qu'une pierre parmi plein d'autres. Je ne suis absolument pas une voix sacrée. Je me nourris aussi des autres et j'ai tenu à cœur à apporter ça aussi à ma communauté de pédagogues. Voilà, ça c'est tout pour moi. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est chose faite, façon vive du sujet. J'aime bien introduire mes séquences par les 3 lois de Clark parce que souvent on me dit quand on fait de l'IA, oh là là, c'est magique. Alors non, il n'y a aucune magie derrière l'IA. Il y a surtout une technologie qui est très avancée et elle est tellement avancée parce que c'est une technologie qui existe quand même depuis quelques années. Et je ne parle pas des IA discriminatives. Là, je parle vraiment de l'IA générative. Ça existe depuis quelques temps. Et en fait, la capacité de traitement et la capacité de calcul des cartes graphiques ayant fait un bond ces dernières années, c'est ça qui a permis à cette technologie en un claquement de doigts de nous générer des résultats, alors qu'avant, il nous fallait du temps, un temps de calcul assez long. Donc, il n'y a pas de magie. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup Luc Julia, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Par ailleurs, si vous voulez vous renseigner, il y a beaucoup de vidéos de lui. C'est vraiment quelqu'un que je trouve assez inspirant. Il dit, mais en fait, on n'aurait pas dû appeler ça des intelligences artificielles, on aurait dû appeler ça des intelligences augmentées parce que ça augmente l'intelligence de la personne qui l'utilise. Il prend la métaphore du marteau, il dit, mais en fait, si vous donnez un clou et un marteau à une personne qui ne sait pas clouer un clou dans un mur, planter un clou dans un mur, eh bien, elle n'arrivera pas à planter correctement son clou. Et je pense que c'est vraiment important que quand on, autant en tant qu'enseignant pédagogue, mais aussi quand on transmet, quand on accompagne des jeunes ou des universitaires, peu importe, mais dans dans cet usage de l'IA, faut pas perdre de vue que c'est nous qui sommes au volant du véhicule et que si je ne suis pas aujourd'hui, si je n'ai pas de connaissances en thermodynamique et que je demande à ChatGPT de me faire un cours de thermodynamique, ça ne fera pas de moi une thermodynamicienne.
Et ça, il faut être très, très clair là-dessus. Parce que si on confond ce qui est produit par l'IA et ce qui est produit par l'humain, je pense que là, il y a un gros risque de mésusage. Du coup, je vous ai prononcé les mots IA discriminative, IA générative. Je n'ai aucun doute que vous savez déjà ce que c'est, puisque vous avez déjà eu une inter sur l'IA. Je préfère quand même le rappeler parce que autant partir des mêmes bases ensemble. Une IA discriminative, c'est une IA à laquelle, par exemple, je peux donner tout un tas de photos de pandas avec des photos qui auraient, par exemple, des coordonnées géographiques. Et puis, l'IA discriminative serait capable de me dire, ah ok, il y a tant de pandas de tel pelage, de telle catégorie, de tel kilo, etc., dans tel endroit du monde. Et puis, il y a tel type de panda dans tel autre endroit du monde. Voilà ce que pourrait faire une IA discriminative. À l'inverse, une IA générative, je lui écris le mot panda. Voilà ce qu'elle m'a généré. Donc, elle ne m'a pas généré un calcul du nombre de pandas dans le monde. Elle m'a généré une image de panda. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être très clair avec les mots. Quand je vais utiliser le mot générer, bah, c'est vraiment cette notion d'IA générative. Et puis, quand on va aller chercher des données croisées, de l'analyse, etc., on sera plutôt du côté de l'IA discriminative. Ça aurait pu être simple, en fait. On aurait pu juste dire, oui, OK, il y a une innovation, c'est les IA génératives qui est due aux cartes NVIDIA qui ont une meilleure capacité de traitement. Mais en fait, il y a plein d'IA génératives parce qu'il y a une typologie. Il y a des IA génératives de texte, d'images, de vidéos, d'avatars, d'audio, de 3D, de code, etc. Et en fait, c'est même pas seulement ça, c'est que ces IA génératives, elles se mélangent entre elles. Donc, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire que je peux prendre en format d'entrée du texte et je fais un format de sortie de l'image. Et donc, ça devient du texte to image. Je prends un format d'entrée de l'image, je sors du speech, bah, ça fait de l'image to speech. Et c'est là que ça fait beaucoup de bruit et c'est là qu'en fait, on ne parle que d'IA partout, tout est IA. Il n'y a pas un article qui sort sans parler d'IA. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une innovation de rupture partout, dans tous les secteurs, tous les domaines, tout le monde est concerné. Et en plus de ça, de toutes les manières possibles. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, alors ok, on a peut-être un petit ras-le-bol de voir cette IA partout, mais quand on prend du recul et qu'on se dit, mais on parle de quoi? On parle de quel usage? On parle de quelle typologie? Là, la dernière innovation, là, par exemple, de GPT, c'est du speech. Donc, en gros, je parle à l'IA, l'IA interprète mon oral, end image parce que j'utilise une caméra et je parle à l'IA et elle regarde la caméra et donc en fonction de ce que je lui dis et de ce qu'elle voit à l'image, elle me produit un speech. Donc là, on est en speech, un image to speech. Et donc là, tout à coup, bah, les gens, on leur dit ça, alors ils disent, oh là là, mais moi je suis débordée, je comprends rien, etc. Bah non, en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Tu prends tous les mots, tu regardes les usages et tu comprends que maintenant on est capable d'associer de la parole à de la vidéo et puis pour obtenir une analyse qui sera retransmise sous forme d'audio. Donc, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de vivre et je pense que quand on comprend ça, ça nous permet déjà de prendre de faire un pas de côté. Après, je tenais absolument à ce qu'on balaye ces notions de mythes parce qu'il y a trop de mythes autour de l'intelligence artificielle. Il y a déjà un truc assez ancien dans l'Iliade. Il y a un passage qui explique qu'il y a un trépied intelligent qui était capable de fournir des victuailles aux dieux. Je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle allait chercher des choses du 8e siècle avant Jésus-Christ? C'est pour vous faire comprendre que cette notion de productivité, d'avoir des machines qui nous servent, qui soient à nos côtés, en fait, c'est super ancien. Et c'est quelque chose qu'on alimente à travers donc, les travaux. Donc, par exemple, Léonard de Vinci avec son armure intelligente, les travaux de Vaucanson et tout ça. C'est quelque chose qui a alimenté au fil des années, qui est alimenté par la fiction qui nous dit que en fait les IA elles vont tout gérer à notre place, elles vont nous voler nos métiers ou nous tuer selon quel scénario de science-fiction on va prendre. Après on a des IA qui sont intelligentes, qui sont douées d'émotions, donc finalement on se dit ah mais non en fait les IA, les gens ils vont tomber amoureux des IA et puis il va y avoir des IA émotionnelles. Enfin tout ça, enfin, c'est une version souvent dystopique. Ça ne veut pas dire qu'une dystopie ne peut pas être réelle à un moment, mais c'est une version très tirée à son extrême d'une chose. Bien sûr qu'il y a l'IA
Et vous allez voir dans cette présentation, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais prenons du recul vis-à-vis de tout ça. Essayons de faire un pas de côté, de se dire, OK, oui, il y a des IA pour faire la guerre, il y a des IA pour sauver, pour sauver les gens du cancer. Hein. Voilà, il y a les deux. Ça existe déjà aujourd'hui. Ça existe il y a déjà d'avant. Donc, moi, je vais vraiment pas rentrer là-dedans. Je voudrais vraiment qu'on prenne du recul et qu'on se dise, OK, est-ce que je peux enlever tous ces scénarios un peu de science-fiction de ma tête et être pragmatique? Et qu'est-ce que je sais fondamentalement sur l'IA? Ça, c'est intéressant. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un courant qui a été monté en 1956. C'est une discipline, c'est pas un courant, c'est une discipline qui a été montée en 1956 et que ils ont cherché à savoir, à connaître les limites entre l'humain et la machine et quand est-ce que la machine serait plus forte que l'humain. Ça en a fini avec Kasparov et ce fameux jeu d'échecs, etc. Je ne vais pas du tout aller là-dedans. C'est juste pour vous donner une date. Point de départ, 56. Ça existe depuis 56 et ça fait plus de 10 ans qu'il y a des grandes entreprises qui sont en train de déployer des stratégies d'usage de l'IA, mais un usage vraiment complexe et concret, pas juste mettre un prompt et obtenir un résultat qui te fait gagner 10 minutes dans ta journée. Je vous donne ce cas de Deloitte parce qu'il est très peu cité. Deloitte, en 2014, avait une vision. Il y en a plein, hein, des entreprises qui ont commencé l'IA il y a plus de 10 ans. Ils avaient une vision, c'était améliorer la qualité de service dans le monde entier. Ce que nous, les pédagogues, on pourrait avoir aujourd'hui comme vision, améliorer la qualité d'apprentissage dans toutes les universités du monde entier. Ça pourrait très bien être une vision qu'on partagerait en tant que pédagogue. Et en fait, par rapport à cette vision-là, ils se sont dit, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer? Il y a des problèmes parce que nous, le RGPD en France, c'est pas le même que le RGPD, par exemple, aux États-Unis. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas RGPD aux États-Unis. Donc, il y avait des problèmes liés à la réglementation des différents pays. Mais ils ne se sont pas concentrés sur les problèmes, ils se sont concentrés sur l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, ils sont allés curer différentes entreprises qui étaient en avance technologiquement et ils sont allés mélanger 3 différentes entreprises dans l'IA de manière à obtenir le résultat qu'ils souhaitaient et donc à développer leur système. Si je vous présente ça, vous allez me dire, mais nous, on est des pédagogues, on n'est pas les grandes entreprises de la tech ou de Deloitte, etc. En fait, pour moi, c'est la même chose. On doit avoir le même raisonnement. Aujourd'hui, vous voulez avoir un recul sur l'IA dans votre métier, vous voulez peut-être mettre de l'IA dans vos formations ou peut-être vous voulez encadrer l'IA dans vos formations. Je ne sais pas quel est votre but et je ne peux pas le savoir et c'est à vous, il vous est propre. En fonction de ce but-là, réfléchissez aux usages et réfléchissez aux outils qui vont vous servir pour ces usages. Donc, il n'y a pas une IA magique, il n'y a pas un abonnement à ChatGPT qui va révolutionner la pédagogie. Il y a une réflexion de fond sur nos usages, nos besoins, nos problématiques en tant que pédagogue. Et ça, c'est vraiment la portée de mon premier message. Bon, je voulais vous faire un petit jeu. Donc, vous allez entendre un audio. Faites-moi juste un signe du pouce si vous entendez bien l'audio dans 2 secondes. Vous allez entendre un audio et on va faire un petit sondage qui va se passer dans le chat. La question, c'est est-ce que cet audio que vous entendez, il vient d'un humain? Est-ce que cet audio, il vient d'un robot? Ou, enfin, l'un ou l'autre. Et je ne veux pas de robot humain dans le chat, s'il vous plaît. Ce que j'attends de vous, c'est une argumentation. Argumentez. C'est une voix d'humain car. C'est une voix de robot car. Voilà. On fait ça. Je lance. Faites-moi un signe pour me dire si vous entendez bien. Vous entendez pas? Non, on n'entend pas le son. Tu avais bien Oui, je l'ai partagé fait. le son? Oui, mais je sais pas. Ouais, on n'entend pas, Je recommence. effectivement. Je recommence. Ouais, partager, c'est cliquer. Partager le son de l'audio? Ouais, partager le son de l'ordinateur. C'est cliquer. Alors, j'ai une question peut-être là. Périphérique de sortie, speaker, son spatial. Est-ce que ça et ça? Je vais réessayer ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Non? Aujourd'hui, Si, là, c'est mieux.
Là, vous avez entendu? Oui, Oui, c'est c'est bon. bon, là, ça marche. Ok, bon, alors là, c'est la bonne. Donc, je vous le passe 3 fois d'affilée pour vraiment vous ayez le temps d'entendre. Et s'il vous plaît, dans le chat, pas de oui, non, humain, pas humain, vraiment de l'argumentation. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous aider dans la conception de voix off. Bonjour à tous. Cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence artificielle. Nous aider dans la voix off. Bonjour à tous. Et dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans la conception de voix off. Alors, pour ceux qui n'entendaient pas très bien, moi, j'entends très, très fort de mon côté, donc peut-être monter un peu le son. Qu'est-ce que ça donne, du coup, dans le chat? Je le remets une toute dernière fois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans la conception de voix off. Alors, ça, je pourrais y répondre, Cédric, à la fin de la session. Donc, j'entends. Robot carton monocorde, le son est faible. OK. Son très faible et uniforme dans l'intention, donc robot. Donc, en gros, vous dites, c'est trop uniforme pour être un humain, puisque les humains font des erreurs, des hésitations, etc. Robot car phrase un peu coupée. Humain car trop neutre comme style. Car pas trop neutre comme style. Manque de fluidité dans l'énonciation. Donc, c'est rigolo. Il y en a un qui me dit, c'est très... moi, j'entends... alors, monocorde. Ouais, monocorde, ok, pas très fluide. IA, l'intonation sonne mal. Il y a aussi une espèce de bourdonnement, vibration dans la voix. Robot, car l'intonation des mots ne correspond pas vraiment à l'intonation normale de la phrase. Voix humaine, selon moi. Humain, car des intonations intéressantes. Trop systématique. C'est une voix humaine à la base, mais qui est utilisée par une IA, dit Franck. Solène, robot, car voix monocorde. Robot, car son est saccadé. Alors, moi, j'ai pas de son saccadé de mon côté. Robot, car la façon de traîner sur certaines syllabes ne paraît pas naturelle. La voix est un peu trop caverneuse pour un humain et les mots trop scindés. Humain, car léger accent, etc. Alors, en fait, alors là, franchement, je suis submergée de messages, donc bravo. Vous avez tous, en fait, les deux réponses sont bonnes. C'est-à-dire que oui, c'est humain parce que il y a un accent, c'est humain parce que les arguments humains sont tous bons. C'est humain parce qu'il y a des intonations, il y a de l'accentuation, donc on sent quelque chose qui appartient à la voix humaine. Mais en effet, vous avez raison aussi, c'est robot parce que c'est parfait, c'est bien découpé. Alors, ça pourrait être une voix off professionnelle par ailleurs. C'est bien découpé, c'est bien symétrique, etc. Et, c'est en effet presque parfait, plus parfait que ma propre voix là que je suis en train de vous donner. Je suis totalement d'accord avec P4 qui dit que ça ressemble à une voix de film assez narratif et plutôt humain. Et en fait, c'est exactement ce que je suis allée chercher dans cet exemple. C'est une voix, et quelqu'un l'a dit, c'est une voix d'humain clonée par une IA et donc retranscrite par une IA selon un texte que je lui ai donné. J'ai bien évidemment travaillé ce son. Hein. Ce son, vous l'avez, c'est pas le format de sortie initial que j'ai eu. J'ai dû rajouter des espaces, des pauses, des soupirs. Alors parfois peut-être trop de soupirs puisque j'ai lu qu'il y avait un peu des pauses longues. Et en fait, j'ai pris une voix qui vous paraît familière. C'est une voix qui est très proche de celle de Morgan Freeman. Ce n'est pas sa voix, la voix française de Morgan Freeman. Et en fait, c'est intéressant parce que si je vous étiez pas dans cette formation sur l'IA, il est possible que en fait, vous ne vous soyez pas posé la question plus que ça. Est-ce que c'est une voix robot, une voix d'IA? Vous l'entendez comme ça. Vous avez peut-être la puce à l'oreille. Peut-être que ça vous fait bizarre, mais vous ne vous dites pas, non, non, c'est sûr, c'est une IA. Et c'est pour ça que je vous ai passé cet extrait, c'est pour que vous preniez conscience
qu'il n'y a pas, il y a plus de frontières. C'est difficile de voir la frontière entre le IA, le non-IA. Et quand une frontière comme ça s'amenuise, ou vous voyez encore des petits indicateurs, hein, mais j'aurais peut-être bossé un peu plus. Je l'ai fait exprès pour l'exo pour que ce soit quand même accessible pour tout le monde. J'aurais bossé un peu plus, j'aurais pu encore plus gommer ce non-humain de l'IA. Et ce que j'essaie de vous dire là-dedans, c'est qu'à un moment, il est difficile de détecter. Et quand il est difficile de détecter, bah, mieux vaut connaître le potentiel et les capacités d'un outil pour se dire, ah oui, je sais que c'est possible aujourd'hui de cloner une voix humaine et d'obtenir ce type de résultat, plutôt que de rester dans l'ignorance parce qu'on se dit, ah oui, non, moi je suis contre l'IA, c'est pas du tout pour moi, je vais l'interdire dans mes formations, etc. Si on prend ce positionnement-là, à un moment, c'est difficile d'avoir un regard critique sur les choses qui nous entourent. Donc vraiment, mon conseil, c'est informez-vous. Alors, des sources sûres, hein, bien sûr, on garde la valeur des médias traditionnels. Moi, j'ai des abonnements. Hein. J'ai des abonnements maintenant parce que je ne veux plus consommer des choses sur Google qui peuvent être pleines de deepfakes. Donc, je prends aussi du recul vis-à-vis de ça et je lis des choses qui sont validées et vérifiées. Donc ça, c'était pour le premier petit jeu. Deuxième activité, donc on a vu que en effet l'IA pouvait cloner l'humain, mais j'ai aussi cette question-là pour vous. Vous allez regarder cette vidéo, on la regarde pas en entier. Vous allez avoir un sondage qui va s'afficher dans le chat. La question c'est combien d'IA ont été utilisés pour faire cette vidéo? Donc on est toujours dans la partie limite. Donc voilà, combien d'IA ont été utilisés pour faire cette vidéo? Hop, je fais play. Voilà, vous pouvez voter. Donc, selon vous, combien d'IA? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 IA. Le temps que les derniers votent, je mets la petite musique qui est si mignonne. OK. Alors, on va regarder les résultats. Alors, hop. Donc, il y a 6 personnes sur 57 qui disent qu'il y a une IA. Il y a 7 personnes qui disent qu'il y en a 2. Il y en a 6 qui disent 3. Il y en a 13 qui disent 4. 4 qui disent 5. Et une qui dit 6. Alors, je vous dis que si c'est la personne qui a dit 6, franchement, bravo. Hein. Alors, la bonne réponse, et qui va, je pense, vous surprendre parce qu'on voit bien que les résultats, ils sont plutôt dans 1, 2, 3 IA. La bonne réponse, c'est il y a 5 IA et 6 outils. Donc, allez, on va dire celui qui a dit 6, je le prends. Il y a 5 IA et 6 outils qui ont été utilisés pour faire cette vidéo. Et souvent, quand on ne connaît pas l'IA, quand on n'a pas mis les mains dedans, etc., on se dit, oh, en plus, cette vidéo, elle n'est pas très, très belle. Enfin, elle a tous les défauts que j'aime pointer quand je fais des conférences. Et en fait, bah oui, cette vidéo, elle a nécessité l'intervention de 5 IA. Je vous les cite. Le texte, il a été fait avec ChatGPT. Les images ont été faites avec Midjourney. Elles ont été animées avec Runway. La bande sonore en fait, la bande sonore et le chanteur, c'est la même IA, ça a été fait avec Suno AI. Et les sous-titres, ils ont été générés par une IA, par l'IA des Chinois. J'ai un trou de mémoire. Par CapCut. Donc, on a 5 IA qui ont été utilisés, plus le tout monté dans un logiciel de montage vidéo, donc ce qui fait 6 outils, 5 IA. Et donc, on voit bien
Aujourd'hui, on nous fait un peu croire que maintenant les IA, elles font tout, elles sont performantes dans tout. On fait un clic, pif paf pouf, on a une vidéo. Bah non, on n'en est pas encore là. Malgré les communications qui sortent sur ces sujets-là, les IA vont dans la multimodalité, mais il y a encore pour beaucoup d'artistes et de d'AI artistes des gens qui vont créer avec plein d'outils parce qu'ils vont aller chercher le potentiel de chaque outil. Et donc ça, c'est important qu'on en prenne conscience aussi. Donc, si je résume, l'IA, c'est quand même dans les mythes, ça nourrit beaucoup d'imaginaire. C'est une discipline qui est quand même ancienne. Il y a des entreprises qui sont sur ces sujets d'IA depuis longtemps. Et en fait, beaucoup de monde en parle, mais il y a peu de personnes qui sont au courant, bah, par exemple, de ce qu'il y a derrière la vidéo que je vous ai montré juste avant, de l'audio qui peut être cloné, etc., etc. Donc, voilà, j'espère que cette partie mythe, elle vous a un peu permis de comprendre que c'est pas de la magie et c'est de la connaissance et c'est de la connaissance technologique. C'est juste une connaissance générale à avoir qui nous permet d'avoir un regard sur la société. Ensuite, sur les limites, il y a tout un tas de sujets. Je vais les balayer, mais quand même, au moins qu'ils soient dits, il y a un gros sujet de discrimination technologique. Il y a eu pas mal d'IA qui ont été pensées par leurs créateurs. Sauf que si c'est leur créateur, c'est un homme blanc, et ben forcément, il y a une catégorie d'individus qui sera moins traitée qu'une autre. C'est ce qui s'est passé sur les premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Alors là, c'était de l'IA discriminative, mais qui, en gros, ne reconnaissait pas les personnes à la peau noire. Donc, c'est assez grave. Ensuite, dans les limites, il y a des choses qui s'appellent la méthode du moi ou la méthode de l'usager universel. La méthode du moi, c'est que la personne qui va créer l'algorithme, elle va surreprésenter ses propres expériences. Ou la personne qui va vouloir ne pas représenter ses propres expériences va vouloir répondre à tous les critères de tout le monde. Et du coup, en voulant correspondre à la majorité, malheureusement, on ne va pas avoir une IA qui va correspondre à nos besoins personnels. Et c'est un peu dans ce sens-là que moi, je voudrais vous emmener. J'ai lu la question là sur ChatGPT Edu et j'y répondrai plus précisément après. Pour moi, c'est déjà une connaissance des usages qu'on veut faire. Moi, Lucie Dorn, j'ai des problématiques avec mes élèves qui ne sont pas les vôtres qui me regardaient maintenant. On a des problématiques peut-être communes et alors peut-être qu'on pourra s'associer pour créer un modèle ensemble pour répondre à ça. Mais pour moi, aujourd'hui, on a les moyens de créer ses propres, ce qu'on appelle des bots, qui ne vont pas répondre à tout le monde, mais qui vont répondre à un besoin donné dans une classe donnée, avec un enseignant donné et avec une problématique donnée. Donc, quand je parle de limites, c'est facile de les voir là visuellement. Hein. Quand je vois, par exemple, Midjourney V6, je me dis que c'est certainement des hommes qui ont dû construire le modèle parce que je ne pense pas qu'une femme puisse dire qu'à 50 ans, on ressemble à ça. Il y a aussi ce côté, le fait qu'il n'y a pas de représentation ethnique, que les photos, elles sont toutes en buste, etc. Donc, on voit bien quand on a un petit peu d'usage de l'IA et quand on les compare, parce que c'est vraiment mon travail, c'est de comparer, c'est de regarder les différents modèles, je me rends compte finalement qu'il y a beaucoup de biais partout et qu'on ne peut pas se fier aux IA. On peut les utiliser comme un outil, mais il faut quand même garder en tête que c'est qu'un outil. Ensuite, il y a les impacts environnementaux, de consommation pendant qu'on prompte, mais aussi de création hardware. Il y a 2 articles que je vous recommande de lire. Ces 2 articles-là, ils sont vraiment super intéressants où ils parlent d'enjeux écologiques et d'empreintes de consommation énergétique. En gros, ce que j'en ai ressorti des petites infos. Hein, c'est vraiment, ça ne vaut pas le fait de les lire, mais en même temps, je dois absolument être pédagogue et résumer. En gros, une requête ChatGPT, c'est faire bouillir un verre d'eau. Si on fait 20 à 50 prompts, c'est une bouteille d'eau de 1 litre. Pourquoi 20 à 50 prompts? Parce qu'en fait, les modèles sont tous plus ou moins puissants. Et si j'utilise un modèle plutôt frugal, je vais moins consommer d'eau. Si j'utilise un modèle super puissant comme 4O, je vais beaucoup consommer. Donc, ça aussi, ça fait partie un peu de mes messages à vous, enseignants. Ça ne sert à rien que vos apprenants ils utilisent le meilleur modèle le plus puissant du monde s'ils ne savent pas prompter. Et ça ne sert à rien qu'ils utilisent du GPT-4o si c'est pour faire une recherche Google. Donc, à un moment, je pense que c'est à eux aussi de se questionner là-dessus.
c'est quoi la valeur de l'usage de cette technologie pour ce qu'ils en ont à faire. Je vais vous donner une grille, après je vais vous donner des trucs un peu concrets pour que vous puissiez les utiliser en formation. Et puis générer une image, c'est à peu près autant de consommation énergétique que charger un smartphone. Il y a plein d'autres impacts. Il y a des impacts sociaux, donc on a parlé d'écologie, mais aussi d'accessibilité. Si j'ai une IA qui est un monstre, qui consomme énormément, qui a besoin d'une grosse puissance de calcul, et que je suis en Afrique et que j'ai des ordis avec une connexion Internet pas incroyable, bah, je ne vais pas pouvoir avoir accès à l'IA. Donc, encore une fois, bah, il faut être frugal sur la consommation, mais il faut être frugal surtout pour qu'on puisse utiliser cette technologie à bon escient à d'autres endroits dans le monde qui seraient moins riches que nous. Là, on a énormément de chance d'être là en visio tous ensemble, on s'entend tous bien, on se voit tous bien, enfin, c'est une chance incroyable. Il y a des enjeux éthiques, je vais en parler un petit peu après, mais il y a le coût. Tout le monde ne peut pas se payer un abonnement. Donc forcément, peut-être que les plus riches de vos apprenants pourront plutôt plus bypasser le système et les plus pauvres de vos apprenants, et bah, du coup, devront se contenter de ne pas utiliser l'IA pour bypasser le système. Et je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'ils le font. Point. Il y a aujourd'hui beaucoup de triches et d'usage de l'IA qu'on ne peut pas maîtriser. Et le problème, je pense que c'est d'essayer de les maîtriser. Il ne faut pas essayer de les maîtriser, il faut essayer de les anticiper et de proposer des choses différentes. Et bon, il y a le problème du digital labor, c'est la main-d'œuvre des pays émergents qui est utilisée pour créer ces puces, etc. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Ça, c'est les sujets que je sais que vous connaissez déjà. Il y a un sujet géopolitique, je ne sais pas si vous êtes renseigné là-dessus, mais je pense que ça mérite aussi d'avoir un regard là-dessus. Il y a une IA qui s'appelle Mistral. C'est une IA qui est française. Alors, OK, elle a des partenariats avec Microsoft, mais ça, on est dans un système aujourd'hui où Microsoft, il est partout omniprésent. Et donc, du coup, si une IA très puissante ne fait pas de partenariat avec des géants comme Microsoft, eh ben, elle ne deviendra pas plus grande. Cette IA, elle est RGPD, elle respecte le droit du sol français, alors que par exemple ChatGPT ne le respecte pas forcément. Et donc honnêtement, il y a un vrai enjeu géopolitique. Les IA, les informations qu'on donne aux IA vont alimenter la puissance aussi d'un pays sur cette technologie-là. Je ne suis absolument pas une experte en géopolitique, je vous passe ce message, il y a des gens qui en parlent très bien comme Asma Mala, mais cette question, elle est intéressante parce que si vous mettez en place des stratégies d'IA dans vos établissements, réfléchissez à quelle technologie et qui est derrière cette technologie. Et par exemple, moi, j'ai fait des comparaisons de la capacité de calcul et de traitement de Mistral. Mistral est aussi puissante que GPT-4, sauf que tout le monde utilise GPT parce que personne ne fait vraiment de recherche et tout le monde parle de ChatGPT, etc. Donc, pensez que si j'utilise Mistral, je renforce un peu la souveraineté de la France sur l'IA. Si j'utilise ChatGPT, bah, j'alimente, je donne du pouvoir aux algorithmes américains. Et il n'y a pas de mal, d'ailleurs. Il ne faut pas dire non, non, on est contre, on est pour. Non, il n'y a pas de dichotomie possible. C'est je prends du recul et je réfléchis à mes usages. Et peut-être que j'utiliserai ChatGPT dans certains cas, et peut-être que j'utiliserai Mistral dans d'autres. Deepfake, je ne vais pas commenter ça, c'était juste pour vous rappeler que le mot deepfake, il vient de deep learning et que si vous voyez le mot deepfake, ça veut dire que c'est forcément des fausses informations générées à base d'IA. Ça, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et je pense que c'est important de se dire aussi comment j'ai une connaissance des IA assez importante pour ne pas me faire avoir. Par exemple, typiquement, ici, Macron n'a pas d'ombre, donc déjà c'est très bizarre. Il n'a pas de rond, sa position est en effet bizarre. Et si je regarde aux alentours, je vois des choses un peu suspectes. Mais pour ça, il faut avoir du recul sur le fait qu'en fait, on peut générer des ça. C'est une image que j'ai générée en 1 seconde. Et c'est important de se dire, mais comment j'exerce un peu mon œil à me méfier un peu de tout ça. Il ne faut pas devenir parano, je ne dis pas ça, mais je dis prenons du recul encore sur tout. Bon, les CAPTCHA, c'était pour vous dire, les CAPTCHA, vous entraînez des IA quand vous répondez à des CAPTCHA. Donc ça, c'est de vous entraîner des IA quand vous faites ces petits tests-là. Et pareil, il ne faut pas se dire, oh là là, j'y répondrai plus jamais. Si vous arrivez à ne plus y répondre, bah, c'est très bien. Si c'est en accord avec vos valeurs et si ça ne vous gêne pas, bah, faites-le. C'était surtout pour vous dire, gardez un œil sur les CAPTCHA, gardez un œil sur la complexité des CAPTCHA, parce que plus les CAPTCHA deviennent complexes, plus ça donne un indicateur sur la nécessité
la complexité nécessaire à l'entraînement des IA actuelles. Donc, je trouve que les CAPTCHA, c'est un super indicateur du niveau de complexité de traitement des IA actuelles. Voilà. Ce sujet-là, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est sorti dans Forbes et je trouve que cet article était passionnant. Il y a une université américaine qui s'est rendu compte que le mot tapestry, il ressortait souvent dans les dossiers d'admission des universités américaines. Et alors, le mot tapestry, c'est comme en français, c'est tapisserie. Et c'est un mot, en effet, qui peut être utilisé dans une phrase qui dit je n'ai pas tendance à faire tapisserie quand je suis dans le monde professionnel. Vous savez que les Américains, ils aiment bien dans les dossiers d'admission que les élèves aient eu une expérience professionnelle, saisonnière, pourquoi pas, mais qu'ils aient un regard un peu professionnel. Et donc, du coup, cette phrase revenait souvent. Et donc, ils se sont rendus compte de ça. Donc, ils ont éliminé tous ceux qui avaient le mot tapisserie dans les candidatures parce qu'ils savaient qu'ils avaient utilisé l'IA à partir de ce mot-là. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les apprenants? Au lieu de se dire, tiens, et si j'apprenais à utiliser correctement l'IA, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter pour faire un dossier? Eh ben, ils se sont dit, bah, on va aller sur Fiverr, on va embaucher des gens qui vont relire nos dossiers d'inscription et qui vont enlever tous les mots qui font trop IA pour ne plus pouvoir les détecter. Alors, vous allez me dire, les États-Unis, on s'en fiche. Très bien. Sauf que nous, on a le même problème. On a le même problème. On a des devoirs qui ont une certaine normalisation. Alors, je parle surtout des évaluations sommatives. On pose des questions qui, en effet, aujourd'hui, peuvent être résolues par des IA. Et on a des apprenants qui ne se cassent pas du tout la tête, qui nous font des copier-coller de ce que l'IA a sorti dans les copies. Alors, soit on s'en rend compte parce qu'à un moment, on n'en peut plus de lire de « il est important de j'espère que ce message vous trouve bien » ou il faut noter que », enfin, cette allitération de mots qui nous mettent la puce à l'oreille parce qu'on n'est quand même pas bête quand on corrige, mais on n'a pas la preuve. Et ça, c'est difficile en fait pour nous de pas avoir, de pouvoir dire « tiens, je suis sûre que tu as utilisé l'IA ». Et donc, du coup, on va essayer de se battre en se disant, bon, on va chercher des détecteurs de copies rédigées par l'IA. Alors, je vous ai fait un petit exercice pour vous montrer que pour moi, ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas utile, mais c'est très loin d'être suffisant, cette approche de se dire, bah, on va les détecter. J'ai utilisé GPT-0. GPT-0 qui est reconnu comme étant un bon détecteur, qui est plutôt, en tout cas en GPT 3.5, et ça a été le buzz de GPT-0. Donc, j'ai fait une copie en 3.5, GPT 3.5, je l'ai générée par IA, et je l'ai donnée à manger à GPT-0. GPT-0 me dit oui, il y a 86% de probabilité que cette copie soit rédigée par une IA. Bon, bah là, je suis contente, il détecte bien le GPT 3.5. Je fais la même chose en GPT-4. Je fais rédiger mon devoir par l'IA en GPT-4, je le donne à manger à GPT-0 et GPT-0 me dit il y a 51% de probabilité que cette copie soit rédigée par une IA. Déjà, là, j'ai un doute raisonnable. En tant qu'enseignant, je me dis, oh là là, mais en fait, ça se trouve, peut-être pas. Et maintenant, vous n'avez pas loupé GPT-4o. Donc, j'ai mis la copie, j'ai régénéré en 4o dans GPT-0. Alors, ils ont changé d'interface entre-temps. Et là, GPT-0 me dit, c'est un humain qui a rédigé cette copie. Donc, 47% que ce soit une IA. Donc, là, je ne peux pas dire à un apprenant, voilà. En fait, le problème, c'est que là, je vous ai prouvé que 3.5, 4 et 4o, mais il y en a plein des modèles. Là, je suis sur Perplexity. Il y a Sonar, GPT-4o, GPT-4o Turbo, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Plus. Je sais aussi que dans Perplexity, à un moment, il y avait Mistral. Si je regarde les résultats, là, je suis allée faire un petit peu des travaux sur les performances. Mistral se positionne, donc le nouveau, c'est le 8X22B, se positionne extrêmement bien en termes de performance d'IA. Donc, c'est sûr que si il n'est pas capable, si mon détecteur n'est pas capable de détecter au-delà d'un 3.5, je suis sûre qu'avec un Mistral 8X22B, je suis indétectable. Et c'est ça le sujet. Donc, je trouve que c'est bien cette approche que certains établissements ont avec Copilatio, de se dire on va aller chercher le plagiat, on va aller chercher les usages de l'IA, etc. Je pense que ça peut être intéressant, c'est un indicateur. Mais pour moi, la vraie problématique,
elle n'est pas là. Il y aura toujours des petits malins qui vont trouver le moyen de… Moi, ce que je sais, si je le sais moi, d'autres peuvent le savoir. Donc, faut bien se dire qu'un apprenant, il trouvera le moyen de contrôler, de bypasser. Donc, ah oui, on peut se dire, alors oui, ChatGPT, il met des majuscules intempestives, il met des adjectifs, il est trop verbeux, il utilise souvent imaginer, etc. Très bien. On peut très bien dire ça. Mais pour moi, c'est utiliser les IA, regarder ce qu'elles produisent, atteignez les limites. Vous pourrez avoir déjà une vision périphérique de ce qu'il y a autour de vous. Et la vraie chose que moi, je vous recommanderais, c'est de réfléchir à une grille d'évaluation des devoirs en fonction de l'usage de l'IA. Je m'explique. Moi, je corrige des copies aussi. Et j'autorise bien sûr les IA, parce que ne pas les autoriser, c'est pire que les autoriser, donc je les autorise. Par contre, j'évalue les prompts, j'évalue la requête, pourquoi il a fait cette requête. En gros, j'ai réévalue la réflexion. Si j'ai une copie ou un apprenant m'a dit j'ai utilisé l'IA en gros comme une recherche Google, il ne va pas me le mettre comme ça, mais je vous garantis que je lis ça, pour moi c'est 0. Parce que c'est pas ça que je veux accompagner. Je veux pas que mon apprenant il me fasse une recherche Google sur l'IA, puis vu que en gros c'est une recherche Google mais qu'elle est générée, donc en fait c'est indétectable. Quelle est la valeur ajoutée? Si c'est ça demain dans le monde du travail, si tu veux faire un copier-coller d'une machine, sache que en fait ton métier va disparaître. Donc là, j'encourage à travers ce type de grille, j'encourage mes apprenants à avoir un regard critique sur ce qu'ils font. Il y a des outils. Alors pareil, je ne suis pas du tout pro outils. J'aimerais vraiment, avant qu'on se dise, il y a un outil magique qui va me sauver la vie, qu'on se dise, mais quels sont les usages dans ma classe? Mais j'en parle parce que souvent on me le demande. Donc, il y a des outils comme Magic School qui vous permettent de voir un peu tous les usages possibles de l'IA que vous pouvez avoir dans vos formations. Donc, c'est vraiment un outil pédagogique, il est gratuit et il vous donne un peu des usages. Pour moi, ce n'est pas forcément à utiliser, mais à regarder un peu le potentiel. Ensuite, les fameux QCM, là, les QCM à 4 réponses, je l'ai fait aujourd'hui avec l'IA, par exemple, de Booklap. Alors, il y a une manière de prompter. C'est sûr que si je demande à Booklap, prends mon contenu, fais-moi un QCM, il va me faire un QCM, alors pas mauvais, hein, mais pas du niveau en tout cas que moi j'attendrais. J'aime des QCM corsés, j'aime les QCM, on se pose des questions, etc. Si je prompte correctement à l'IA et que je lui donne les bonnes indications, elle est capable d'aller me chercher des questions un peu complexes, spéciales, où l'apprenant va devoir réfléchir. Donc ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Pas juste faire des QCM par l'IA, mais vraiment se dire comment je peux utiliser l'IA pour m'aider à atteindre mon ambition un peu d'excellence dans mes formations. Alors, parlons maintenant du monde de demain. Il y a un cadre réglementaire qui s'appelle l'IA Act. Il y avait un cadre en 2018 qui s'appelait le cadre pour les IA dignes de confiance. Et ce cadre, il disait qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune IA digne de confiance. Bien sûr qu'il n'y a aucune IA digne de confiance, puisque ces IA sont génératives. Donc, elles génèrent du contenu à partir des requêtes. Donc, elles peuvent très bien faire ce qu'on appelle des hallucinations. Et donc, du coup, on peut très bien produire des choses qui sont fausses. Et ça, nous, on n'aime pas. Parce que notre métier, c'est pas de produire des choses fausses. Donc, il y a un cadre qui est en train d'être mis en place. Il va falloir attendre les prochaines années pour voir ce qui va se passer. Je pense que d'ici quelques années, il y a pas mal d'acteurs qui vont disparaître, ou en tout cas, je vois bien que tout est en train de s'articuler. Microsoft est très, très malin. Microsoft est en train de mettre dans Copilot toutes les IA d'un peu partout en se disant, moi, si demain, en Europe, c'est interdit de ChatGPT parce que ça ne respecte pas le RGPD, il y a des chances que ça arrive, et c'est pas grave parce que Microsoft aura aussi intégré Mistral. Donc, ça, c'est intéressant. Quand je vous parlais de géopolitique, c'est super intéressant de regarder ça avec du recul, de regarder ce que font les géants. Et en fait, tout le monde est en train de se préparer à ce que la réglementation tombe et à ce que certains usages ne soient plus possibles. Il y a Labelia Labs. C'est un label qui est en train de tester des IA et de voir si c'est des IA responsables et de confiance. Donc, pareil, moi, vous me posez souvent des questions, est-ce qu'on peut faire confiance à ChatGPT? Alors, moi, je n'ai pas du tout accès, et j'aimerais bien, ça voudrait dire que je serais quelqu'un de très puissant, je n'ai pas accès au corpus et au dataset d'OpenAI, et je suis sceptique par moment quand je fais des requêtes. Donc oui, je vais m'appuyer sur des gens qui sont des labels pour aller voir un peu quelles sont les IA qu'ils ont valorisées. Donc voilà, je vous donne les mêmes indicateurs que je me donne à moi-même. Ensuite, il y a dans mes clients, voilà ce que je vois.
il y a ceux qui donnent des outils et qui accompagnent. Donc, en gros, on vous donne un accès, par exemple, à GPT Team ou à GPT Edu. Les données sont contrôlées, elles ne vont pas être utilisées derrière et on vous accompagne sur la manière d'utiliser correctement la chose. Il y a les organisations qui tolèrent mais qui ne donnent pas d'outils et qui ne donnent pas forcément de méthodologie. Et il y a ceux qui interdisent. Ça, c'est clairement les 3 cas de figure de ce que je vois aujourd'hui. Je n'ai pas à me positionner pour mes clients, mais voilà le conseil que je pourrais vous donner. Peu importe la position précédente que vous venez de prendre, il y a des repères communs. Il y a des choses qui existent et je pense que c'est la première chose qu'on doit se dire, quels sont les repères communs qu'on se donne. Par exemple, les évaluations écrites. Qu'est-ce qui est autorisé en évaluation écrite? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé en évaluation écrite? Est-ce que j'ai mis en place des guides pour mes étudiants? Alors, OK, mon université ne s'est pas positionnée, peut-être, j'en sais rien, mais qu'est-ce que moi j'ai proposé comme guide dans ma classe? Comment on va, alors dans ma classe, ou je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais peu importe, c'est quoi les repères communs? Et je pense que ça, c'est important. Il y en a plein. Donc là, je vous ai mis collimateur.ucam.ca. J'adore, il y a plein de ressources. Alors, c'est pas en France, hein, mais c'est super bien fait. Ils ont pris du recul, ils ont un esprit critique. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Il y a forcément des choses que j'ai proposées dans mon livre, où moi aussi je propose des méthodologies, un petit guide pour les formateurs, pour les apprenants. Il y a aussi ce site AI4Education.io. Alors, je vais essayer d'enlever ça. AI4Education.io, c'est pas mal de ressources. Alors, il y a à boire et à manger. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de prompts qui n'étaient pas très bons, mais je trouve qu'aussi ça donne aussi une belle vision d'ensemble. Donc, si vous parlez anglais, vraiment, allez-y, ça vous permettra de prendre du recul. Ensuite, je tenais vraiment à vous dire, il y a les compétences dures, ça c'est notre métier, c'est notre domaine d'excellence, mais il y a aussi ce qu'on appelle les compétences molles, en anglais les soft skills. Il y a un vrai sujet aujourd'hui à travailler là-dessus, sur la pensée critique, le point 2, la pensée créative, avec la créativité, avoir une connaissance sur la technologie. On ne peut plus aujourd'hui ne pas comprendre. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Il faut qu'on ait un vernis, il faut qu'on ait du recul pour qu'on comprenne la technologie, comment elle évolue et ce qui nous entoure, surtout quand on accompagne et qu'on forme des jeunes professionnels qui vont travailler dans le monde de l'entreprise demain. La curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie, c'est des compétences aussi à développer. On ne peut pas se contenter de s'asseoir sur le banc de la fac et d'attendre qu'on nous dépose les choses dans la bouche. À un moment, il faut vraiment se dire qu'en fait, on apprend tout au long de la vie et il faut avoir cette dynamique, il faut générer cette dynamique. Et moi, j'ai des très, très bons souvenirs d'enseignants qui ont créé cette foi en moi et qui ont créé cette dynamique en moi. Et j'espère voilà, qu'on le fasse encore aujourd'hui, qu'on essaie vraiment de donner envie. Et enfin, la dernière compétence, résilience, flexibilité et agilité, c'est clair. On est dans un monde qui évolue très, très vite. Tout change. Aujourd'hui, on peut plus s'asseoir sur quelque chose, ça bouge beaucoup, on est dans une mouvance permanente. On n'a pas de jugement par ailleurs à avoir, à se dire c'est bien, c'est mal. Le monde, il est comme ça. Et en fait, la première question, on peut avoir son opinion, mais la première question, c'est se dire, mais comment je fais pour former des têtes pensantes dans un monde qui bouge autant? Et si moi-même, je ne suis pas flexible, et si moi-même, je veux dire, oh là là, mais moi, ça me dépasse, je suis trop vieux, j'ai jamais aimé la tech, ou je ne sais pas quelles excuses on peut donner, si soi-même, on n'est pas flexible, c'est difficile de transmettre ces compétences qui leur seront utiles dans le monde de demain. Donc, je donne plein de clichés depuis tout à l'heure et je vous prie de m'en excuser. Je sais que c'est absolument cliché et c'est tellement cliché que je le vois tout le temps. Je regarde l'heure. Il faut vraiment tenir à mon temps pour qu'on ait ce temps d'échange. J'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le chat. Il y a cette étude que j'adore du Boston Consulting Group. Alors, c'est une étude qui a été faite avec Harvard. Alors, je la résume vraiment pour pas qu'on passe du temps à lire tout le contenu. Ils ont pris 758 consultants. Les 758 consultants, ils ont été évalués sur une tâche sans l'aide de l'IA. Ils ont été évalués. En fait, ils ont fait un barème, une grille de leurs compétences. Cette étude, on peut la critiquer comme toute étude scientifique. Et ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'on se dise voilà, quels sont les apports de cette étude. 758 consultants, ils passent un test. Après, on les sépare en 3 groupes. Un groupe qui n'aura pas accès à l'IA, un groupe qui aura accès à GPT-4
et un groupe qui aura accès à GPT-4 et qui sera formé. Quels sont les résultats? Déjà, d'une manière générale, ceux qui ont utilisé l'IA, ils ont été plus productifs que ceux qui n'ont pas utilisé l'IA. Donc, hausse de productivité. Bon, très bien. On est dans un monde de productivité. Ça plaît à tout le monde de lire ce genre de texte. Ensuite, ceux qui étaient évalués comme ayant les plus mauvaises notes au début, des consultants, ont plus augmenté leur niveau de performance que ceux qui étaient évalués comme étant déjà de super bon niveau en termes de consultants. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que l'IA, l'usage de l'IA, ça permet de niveler les compétences. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, ah, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, mais ça peut aider ceux qui sont déjà en difficulté. Troisième chose, ils ont demandé aux gens de faire une tâche qui est en dehors des compétences de l'IA. Et ça, c'est pour moi super important. Donc, l'IA, elle sait faire des choses, mais l'IA, elle ne sait pas tout faire. L'IA, elle n'est pas experte en thermodynamique, de je ne sais quoi. Je reprends cet exemple. Et ben, ceux qui ont utilisé l'IA pour faire des choses en dehors du périmètre de l'IA ont eu de moins bons résultats que ceux qui n'ont pas utilisé l'IA. Et c'est tellement vrai. Je le vois tout le temps. Ceux qui demandent à l'IA de faire tout, fais-moi un déroulé pédagogique avec les objectifs, avec les activités d'évaluation. Donc, on lui demande tout. Je peux vous garantir que ce type de prompt, ça donne des résultats catastrophiques. Et et je suis certaine que mes formateurs auraient fait mieux s'ils n'avaient pas utilisé l'IA qu'en utilisant l'IA de cette manière-là, parce que ce n'était pas son usage de faire tout ça en même temps. Donc, il y a une manière stratégique d'utiliser cette technologie et il faut connaître les limites de la techno pour un moment. Par exemple, on me dit l'IA, elle est créative. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'IA, elle n'est pas créative. L'IA, elle est générative. Elle va m'aider à développer ma créativité. Elle va vraiment aller me faire l'avocat du diable par moment. On va aller tirer des idées ensemble. Mais l'IA en elle-même n'est pas créative. Demandez à une IA de vous raconter une blague et vous me direz vraiment si elle est créative. Donc ça, c'est intéressant parce que ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas les limites de l'IA, forcément se planteront. Et puis pour finir, ceux qui ont été formés, ils ont produit des résultats légèrement supérieurs parce qu'ils avaient 42% de qualité en plus, enfin 42% en termes de qualité, tandis que les autres, ils étaient à 38% en plus par rapport à leur première production. Donc, ce n'est pas un écart incroyable. Par contre, et c'est pour ça que l'IA aujourd'hui, elle est incontournable partout, la réduction, le temps gagné de ceux qui ont prompté est quand même très significatif par rapport à ceux qui n'ont pas prompté. Donc, le GPT-4 formé, ils ont réussi à faire tous les travaux en 18,8 minutes et les non formés, ils ont fait tous les travaux en 23,13 minutes. Je trouve ça assez intéressant. On peut critiquer en disant, bah oui, mais ça dépend du type d'exercice, la différence. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je trouve que c'est sociologiquement intéressant et de se dire, mais en fait, et c'est exactement ça. Il y a ceux qui auront accès à l'IA, il y aura ceux qui n'auront pas accès à l'IA, et puis il y a ceux qui sauront l'utiliser correctement, et il y a ceux qui n'auront toujours rien compris. Et quand on parle de ceux qui n'ont rien compris, bah voilà un prompt que je vois. Les gens parlent à l'IA comme si ils étaient en train de parler à un humain. Je suis responsable pédagogique pour une formation. Peux-tu me faire un déroulé pédagogique? Ils cliquent sur lancer. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'il y a derrière par ailleurs. Et puis, ils vont me dire, oh, bah oui, c'était bof. Ou le pire, c'est, ah, c'était super, j'ai fait un copier-coller, j'ai tout gardé. Alors, non. Ceci n'est pas une pipe en référence à notre amie Magritte. Voilà, moi, quand j'écris un prompt, ça, c'est le tiers du prompt que j'ai écrit. Donc, l'idée, c'est que je commence toujours par un rôle. Ça, c'est important. Alors, il y a plein de méthodologies du prompt. Il y a plein de gens qui disent ci, qui disent ça, etc. Franchement, je ne rentre même pas dans ces débats-là. Par contre, il y a des choses qui sont claires. Le tu es, le rôle, il est important pour deux choses. La première chose, il est important parce que l'IA, ça va lui permettre d'aller cadrer son dataset pour aller chercher l'information qui correspond à votre demande. Et la deuxième chose, ça va vous cadrer vous, parce que vous avez tendance à dire oui, je suis un formateur ou je suis un enseignant du supérieur, niveau temps, je voudrais que tu me fasses telle chose, alors qu'on lui demande tout, et en fait, on ne cadre pas. Sauf que si tu dis tu es, par exemple, imaginons, on veut écrire un article.
on fait pas mal, moi j'ai fait des articles de recherche aussi, je vais écrire un article de recherche, je vais lui dire, tu es un expert en je sais pas quoi, par exemple neuroapprentissage ou voilà, et tu vas m'écrire un article de recherche pour tel sujet. Je vais pas dire tu es un formateur ou un enseignant de telle chose. Je vais aller cibler. Si je vais écrire un article de type journalistique, tu es un journaliste, par exemple, alors que je suis pas journaliste. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut donner un rôle à l'IA. Donc, si vous voulez mon premier vrai bon conseil pour vos apprenants, s'ils veulent prompter correctement, donnez le rôle. Il n'y a pas de prompt qui commence par je suis. C'est un prompt qui commence par tu es. Quel est le rôle? Ensuite, il y a tout un contenu, toute une structure, QQO, QCCP, enfin voilà, il y a tout un, en fait, il faut lui décrire, mais qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, c'est quoi, on lui donne tout le contexte en fait. Et ça, on n'y pense pas, on se dit, oh oui, bon, il va trouver. Bah non, il n'est pas dans votre tête. Donc, un, tuer. Deux, on lui donne toutes les informations. Trois, la question, c'est en gros quelles sont les données d'entraînement. Moi, quand je fais un article de recherche, je reviens là-dessus, je vais aller me baser sur 4 articles de recherche qui m'ont intéressé. Puis moi-même, j'ai écrit un texte, voilà, et puis je vais peut-être aller croiser tout ça. Ça, c'est des données d'entraînement. Ou je lui donne mon texte que j'ai écrit et je lui dis, écoute, tu es un expert, est-ce que tu peux me faire l'avocat du diable sur cette copie, par exemple. Donc, là, c'est très rapide, hein, je vous fais l'art du prompt en accéléré et si ça vous intéresse, il y a plein de ressources et je donne des formations là-dessus aussi. Mais le sujet, il est plutôt il y a une manière de faire et penser qu'il n'y en a pas et se dire, moi souvent on me dit oui, mais ça marche. Alors écoute, moi j'ai une machine à café à la maison, c'est des dosettes un peu souples. Là, je mets ma dosette, j'appuie sur le bouton, ça me sort du café. Je prends une rondelle de citron, elle rentre, donc je la mets dedans. J'appuie sur le bouton, ça me sort un jus de citron immonde. Je peux répondre oui, mais ça marche. Mais en fait, ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? Quel est le résultat qu'on veut avoir? L'IA la plus utilisée après ChatGPT en 2023, parce que j'ai pas encore les stats de 2024, c'était Character AI. La deuxième IA la plus utilisée, c'est Character AI. Ça, on n'en parle jamais. Les jeunes, ils se sont rués sur cette IA. Alors en fait, c'est une IA c'est des bots, c'est plein de bots, donc des bots qui ont des rôles humains, de vivants, de morts, etc. Et ils ont adoré ça parce qu'en fait, ils pouvaient échanger en langage naturel avec Napoléon ou avec je ne sais qui encore. Et en fait, ce qui est intéressant dans Character AI, c'est que cet usage-là, pour moi, c'est l'usage qu'il faut aller chercher dans notre individualisation pédagogique. Je vous recommande cet article de Maulik et Maulik. J'en suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui les connaissent. Leurs articles sont merveilleux. Ils ont fait cet article Assigning AI et dedans, ils mettent plein de prompts. Pour vous dire, hein, parce que c'est pareil, on pourrait dire oui, bon, c'est la parole de Lucie contre la parole de quelqu'un. Non, il y a vraiment une communauté qui cherche en ce moment les meilleurs potentiels. Et moi, je suis totalement dans leur courant de pensée. Et on retrouve notre fameux tuer. You are a friendly and helpful mentor. Donc, on retrouve le tuer. On retrouve une structure. Alors, moi, je voulais résumer en 4 points. Eux, ils la font en 5 points. On retrouve une structure et on retrouve là, dans ce papier, toute une réflexion sur l'ingénierie du prompt et comment on transmet cette ingénierie du prompt à nos apprenants. Donc, si je m'appuie sur Maulik et Maulik, et par exemple, si je prends leur prompt, là, c'est le prompt du mentor, je peux très bien utiliser un bot, paramétrer un bot et lui rentrer toutes les informations. Alors, on ne fait pas pareil, on ne fait pas tout. Imaginons, dans ma formation, je me rends compte qu'ils ont du mal à comprendre la notion, je ne sais pas moi, X, et qu'en fait, en fonction de cette notion-là, s'ils n'ont pas acquis, en fait, ça va vraiment poser des problèmes pour la suite. Donc, je pourrais très bien faire un coach, une IA coach ou mentor, et qui serait là pour les aider à comprendre cette notion à travers, en gros, on leur donne pas les réponses, on va aller chercher en eux les questions pour que eux-mêmes trouvent leurs propres réponses. Et donc ça, ça se prompte, hein. Donc là, c'est un bot sous forme d'avatar, mais je vais vous en montrer d'autres. Donc là, je prompte mon bot.
Et mon apprenant va lui poser une question. Donc là, bon, il lui pose une question basique, parle-moi de la formation, etc. Le bot va analyser les données d'entraînement que vous avez mises, ce qu'on appelle le dataset. Et en fonction de ça, il va répondre à l'apprenant. Donc ça, c'est un... Voilà, ça, c'est un bot classique, simple, avec une interface d'avatar. Bon, je ne suis pas fan de ça, mais je le montre parce que c'est un usage, en fait. Je n'ai pas d'opinion d'ailleurs à donner. Donc ça, c'est un usage. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cela. Alors ça, c'est un projet d'Harvard. Je vous l'explique pour que vous le compreniez. L'environnement 360, les avatars, tout ce qui est visuel, là, que vous vous dites que jamais vous réussirez à faire, ça a été fait en moins d'1 heure avec des outils d'IA. Je vais vous montrer une démo juste après. Ça a été fait avec des outils d'IA. Ce qui prend du temps, c'est le paramétrage des bots. En fait, c'est une murder party, il faut trouver qui est le meurtrier. Chaque personne a un bot préprogrammé et on va aller interroger les personnes en langage naturel à l'oral pour savoir qui est l'assassin. Donc, on va mener l'enquête. C'est un cours d'Harvard pour apprendre le français, donc ce que vous allez entendre est en français. Je voulais juste le faire accélérer. Hop. Voilà, ça a remonté le temps. C'est un projet qui a 1 an. Et c'est incroyable de se dire parce que ça évolue tellement vite en fait. Bonjour, je m'appelle Alice Cadieux et je suis avocate chez Alaris Avocat. Comme je l'ai mentionné, Alaris Avocat, un cabinet d'avocats. J'ai grandi dans un vignoble et j'ai choisi de devenir française il y a 10 ans. J'ai une passion pour la musique et je joue du violon. On va éviter tout le truc. Qu'est-ce que l'on voit là? Il y a du ChatGPT 3.5 qui est paramétré avec des prompts précis pour cadrer le personnage d'Alice Cadieux dans le rôle qu'elle va mener. Donc, comme je vous l'ai dit, les rôles, c'est mentor, tuteur, coach, mais là, ça peut être Alice Cadieux dans le rôle d'une assassin peut-être présumée. Donc on est en text-to-speech, hein, le texte s'affiche et on entend à l'oral, on est en text and speech, et l'apprenant parle, et l'IA intègre ce qu'il dit et remet le texte à l'écrit à droite. Là, on le voit ici. Bonjour Alice, peux-tu m'en dire un peu plus sur toi? Donc, on a du speech to text, de l'interprétation d'IA par rapport à... Parce que là, on va lui dire qu'elle est coupable. Je ne voudrais pas refaire de bêtises. Okay. Donc, on a une interprétation émotionnelle. C'est des prémices, hein, mais c'est vraiment intéressant. Là, elle va s'énerver parce qu'on va lui dire qu'elle est meurtrière. Elle ne se serait pas énervée si je lui avais dit comment vas-tu. Donc, il y a une interprétation de l'IA et qui déclenche du coup des émotions préprogrammées. Donc, c'est assez intéressant comme use case. Et je voulais vraiment vous montrer un peu l'arrière de l'envers du décor. Mais l'avatar, s'il est vraiment fait en 5 minutes sur un logiciel qui crée des avatars. L'environnement 360, il a été fait aussi sur Blockhead Labs. Derrière, on intègre le tout sur un logiciel qui s'appelle Wanda. Et le plus long, c'est vraiment tout ce qui va être le travail sur les prompts, sur comment on corrèle le personnage avec le texte qu'on va mettre, etc. Donc, il y a une vraie connaissance d'art du prompt, si on veut, là derrière. Donc, ça, c'est un peu les trucs tendance, super chouette, etc. Sauf que nous, on n'a peut-être pas les moyens, on n'a peut-être pas tous ces outils géniaux à notre disposition. Et moi, ce que je recommande aujourd'hui à tous ceux qui veulent se lancer dans l'individualisation, c'est de construire ce qu'on appelle des bots. Alors, chez ChatGPT, si on a un GPT payant, ça s'appelle des GPTs. Sur Po, en gratuit, ça s'appelle des bots. Et sinon, il y a un autre outil qui s'appelle Chatbase. Et sur Chatbase, C-H-A-T-B-A-S-E, sur Chatbase, on peut aussi créer un bot. Alors, le mieux, c'est clairement ChatGPT. Hein. Autant depuis tout à l'heure, je vous dis, Mistral pour le texte. Là, pour les bots, clairement ChatGPT. Et en fait, qu'est-ce que ça donne, ce bot? Je vais faire une petite démo très rapide. Tac.
Et c'est ça pour moi l'usage intéressant. Alors, il y en a plein, hein, et j'en ai fait un livre entier d'usage d'IA en formation, hein. Mais ça, c'est un vrai usage que je trouve passionnant. Donc là, par exemple, c'est un coach. Donc on reprend, hein, je suis toujours dans les travaux de Molick et Molick, je l'ai adapté à mon besoin, etc. Mais c'est un coach rédactionnel. Et je vais lui dire, là, ma problématique, c'est que ma formatrice, elle a besoin qu'il soit capable de rédiger un court texte pour valider une compétence. Sauf qu'en fait, les apprenants, ils rédigent à la flemme. Donc, du coup, ils ne rédigent pas le texte correctement. Donc, elles passent leur temps à faire des allers-retours en leur disant non, c'est pas comme ça, il faut que tu suives tel. Voilà. Donc là, c'est un coach. Il ne va pas rédiger à leur place le texte. Il va aider l'apprenant à rédiger son texte. Je donne mon exemple. Là, je vais dire que j'étais dans une boulangerie. Je donne un exemple de compétence simple. Dans une boulangerie. Et j'ai mis en rayon des pains au chocolat. Voilà. Donc, il me dit bien qu'il est mon coach. Il va m'aider à mieux cibler la compétence. Alors, je peux lui demander de moins mettre de texte hein, s'il y a besoin. Et donc là, il va me poser des questions, je vais y répondre. Et en fonction de ça, il va pouvoir me guider et à chaque fois. Et nous pourrons avancer ensemble étape par étape. Donc, il va vraiment me guider. Et le but de ce bot, je l'ai programmé pour qu'il n'écrive pas les réponses. Donc, si on regarde l'envers du décor, je vais dedans et je regarde qu'est-ce qu'il y a dans mon bot. C'est très simple. Il y a un titre, une description. Ça, on s'en fiche, ça n'affecte rien du tout. Par contre, il y a un prompt qui est complet avec toutes les étapes de l'ingénierie du prompt. Et dedans, il y a mon dataset. Je ne me base pas sur les compétences de ChatGPT. Je me base sur mon dataset et sur mon prompt. Et j'utilise l'interface de ChatGPT comme une interface de traitement de langage naturel. Voilà. J'aurais pu vous montrer beaucoup de choses. Et j'avais très à cœur de vous montrer un regard différent, quelque chose que vous ne voyez pas partout ailleurs. Et si vous voulez, bien sûr, beaucoup plus de cas d'usage, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit tout un livre sur le sujet, donc je serais enchantée d'en discuter avec vous s'il y a besoin de quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis là pour vos questions maintenant. Il y a plein de questions, j'ai vu. Hein. J'attends, me repose sur vous, hein, les modérateurs. Hein. Oui. Oui, alors il y a une question là d'Eloyd, je ne sais pas si j'écorche le nom. Est-ce qu'on peut encore utiliser des outils type Moodle pour évaluer des connaissances académiques simples, acquisition de concepts simples, questions de cours? Ça dépend, il n'y a pas de réponse dichotomique là-dessus. Ça dépend comment tu évalues, quel est le contexte de ton évaluation et quelles compétences tu veux évaluer. Si tu évalues en asynchrone, parce que tu parles de Moodle, donc j'entends qu'il y a hypothétiquement une notion d'asynchrone. Si tu évalues en asynchrone avec un quiz type QCM, il faut que tu aies à l'esprit qu'hypothétiquement, ils peuvent utiliser l'IA pour répondre à ce quiz, par exemple, et que donc, hypothétiquement, tu devras revérifier la validation de ces connaissances. Alors, vas-y. Jean-Yves, tu voulais remonter une question? Je te laisse la main. En fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un certain nombre de questions t'ont été posées directement dans le chat privé, parce que dans le chat public, il n'y en a pas tant que ça. Ceci dit, donc, j'avais plusieurs questions autour de l'évaluation, mais bon, tu as, je pense, répondu au fil de ton intervention. Là, dernièrement, quand tu parlais des bots, il y avait des questions autour de ça et de qu'est-ce qu'il faut mettre comme information, quelle taille du dataset pour avoir des choses pertinentes, des choses comme ça. Ouais, le dataset, c'est intéressant. Alors, ça dépend du modèle que vous utilisez.
Là, pour le coup, en ce moment, plus le modèle sera puissant, plus votre dataset il pourra être gros, sachant que si vous êtes en 4O, vous pouvez mettre un dataset important, mais attention, quand je dis ça, mes formateurs, ils me mettent 4 documents de 100 pages. Non, l'IA ne va pas aller faire le tri de qu'est-ce qu'il y a dans le dataset qui correspond, qu'est-ce qu'il y a dans le dataset qui ne correspond pas. Donc, si un dataset, je ne sais pas, sur un sujet donné, ça pourrait être un ou 2 ou 3 documents de ça va être ridicule de parler en nombre de pages parce qu'en fait, c'est les caractères qui sont traités, qui sont codés, mais on pourrait dire 2-3 documents de 20 à 50 pages, mais ça dépend encore le nombre de caractères que vous avez mis dedans, qui vont devoir être encodés. Hein. On parle toujours de binaire hein, derrière. Ce qui est intéressant, si vous voulez tester le bot, et je vous encourage vraiment à le tester, ça va vraiment, je pense, vous apporter des usages que vous n'avez pas encore eu auparavant. Commencez par un fichier, un dataset court, et c'est pas forcément un fichier Excel avec des données, un dataset. Hein. Moi, par exemple, je vais mettre mes slides, mais mes slides sur un sujet donné, pas mes slides, toutes mes slides, de tout ce que je sais. Si j'ai un bot qui va parler de d'IA textuelle, et ben, je vais mettre toutes mes slides sur l'IA textuelle et je ne vais pas aller mettre mes slides sur les IA d'images, etc. Donc, faites des tests. À un moment, vous allez voir, vous allez toucher les murs. Et quand vous touchez les murs, vous vous dites, ah ok, pour cette IA, aujourd'hui, c'est trop. Par contre, les IA évoluent et donc demain, le dataset pourra être plus grand. Et je crois que j'ai vu quelqu'un qui a mis dataset point d'interrogation ou c'est quoi un bot. Je pense l'avoir expliqué et je ne sais pas si ça arrivait à un moment où je ne l'avais pas encore dit. Je le redis une dernière fois. C'est le bot, c'est un agent conversationnel qu'on va programmer en langage naturel pour nos apprenants. Donc, en gros, je vais mettre un prompt dedans et je vais mettre ce bot en interface avec mes apprenants sur un sujet donné. Et ça peut être cet usage d'individualisation qu'on va rechercher. Et le dataset, hein, ce qu'on appelle dataset dans l'IA, ce sont les données sur lesquelles l'IA va s'appuyer pour aller répondre à votre apprenant. Donc, au lieu que l'IA aille chercher dans toutes ces données sur le sujet qui est le vôtre, elle va aller chercher dans votre donnée, donc par exemple un PPT, un PDF, une image, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et elle va aller chercher les informations qui sont les vôtres pour correspondre à ce que vous avez mis dans votre formation, dans votre cours. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une précision, on demande si pour entraîner comme ça, il y a besoin d'avoir un compte payant sur ChatGPT. Oui, c'est une bonne question. Pour entraîner comme ça, il faut un compte payant. Sinon, c'est pas entraîné. Je vous montre la différence. Donc ça, c'est pour entraîner, il faut un compte payant obligatoirement parce que même si 4O, il est ouvert maintenant aux gens, à tout le monde, il faut un compte payant. Par contre, il y a une base qui s'appelle les GPTs. Et là, il faut, là, avec un compte 4O gratuit, vous pouvez utiliser les GPTs. Mais ça, c'est le même truc que tout le temps. C'est que les gens, ils ont fait des robots qui correspondent à soit quelqu'un, soit tout le monde. Et quand on va tester le robot, en fait, on va être déçu parce qu'on va se dire, mais ce n'est pas du tout mon usage. Par contre, en gratuit, il y a Po. Et Po, quand vous êtes sur Po, vous avez cette interface créer un bot. Et là, vous pouvez créer un bot. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas. Donc, on est sur une base de GPT et on peut choisir son modèle. Là, je suis en Po gratuit. Mais c'est plus ou moins la même chose. Je trouve qu'il est plus puissant, enfin, plus il répond mieux. Accuracy, il a plus de pertinence en GPT. Mais si vous voulez tester les bots, voilà, vous avez Po aussi, qui est gratuit. Il y a eu des questions aussi pour en savoir plus sur ChatGPT Edu. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Alors là, pour l'instant, c'est un peu récent. Et oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est un peu récent pour avoir un recul là-dessus. L'idée, ce serait d'avoir un outil qui serait basé sur des sources fiables et non pas le dataset initial de GPT, mais que des sources pédagogiques, validées, etc., certifiées. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que c'est pas, vu que c'est de la génération, c'est quand même, il va quand même créer des choses. Donc,
s'il génère, il peut avoir des hallucinations. Donc, je serais curieuse de voir si on obtient, par exemple, des meilleurs résultats en 4O et avec Edu, et aussi quels sont, encore une fois, quel est le dataset utilisé pour Edu, et est-ce que ça va correspondre à nos besoins. Si c'est que de l'enseignement, je sais pas moi, du primaire ou secondaire, et que nous, on est dans le supérieur, bah, peut-être que ça ne correspondra pas. Là, j'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais oui, à tester. Encore une fois, hein, je n'ai pas toutes les réponses à toutes vos questions. Je vous encourage à faire vos tests et à avoir votre regard là-dessus. Il y a une question pratique sur les bots toujours. Si l'enseignant oui, a un compte payant pour faire ses bots sur ChatGPT, et l'étudiant, lui, est-ce qu'il doit avoir un compte et doit-il avoir un compte payant? C'est une super question. Mais regardez, je vais vous le faire tout de suite en démo. Donc, je vais aller vers mon GPT à moi et je vais vous le partager. Hop. Alors, copier le lien. OK. Donc, si je vais juste dans mon GPT et que je fais partager, on me demande à qui je veux le partager, si c'est un GPT pour moi seulement ou si c'est pour tous les utilisateurs qui disposent du lien. Donc là, je vais faire pour tous les utilisateurs qui disposent du lien. Hop, je vais vous l'envoyer. Normalement, la procédure, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de compte payant pour y avoir accès. Par contre, alors des fois, il change, donc je prends toujours des pincettes maintenant parce que tout va vite, mais normalement, vous devez vous connecter. Donc, vous devez vous loguer, mais par contre, vous avez accès à mon bot sans payer, quoi.